La Rochelle, en 1627, défie ouvertement le roi de France. Cette cité portuaire de 28 000 habitants abrite la plus puissante communauté protestante d'Europe occidentale. Ces 18 000 huguenots contrôlent un empire commercial qui s'étend de l'Amérique au port hanséatique. Les navires rochelais transportent le sel de brouage, les vins de Cognac et les fourrures canadiennes vers Amsterdam, Londres et Hambourg. L'édit de Nantes de 1598 avait accordé à La Rochelle des privilèges extraordinaires. La ville possède sa propre armée, sa flotte de guerre, ses tribunaux et même le droit de lever des impôts. Cette autonomie fait d'elle un véritable État souverain au cœur du royaume français. Les tours Saint-Nicolas et de la Chaîne gardent l'entrée du port, reliée par une chaîne massive qui peut bloquer l'accès maritime en quelques minutes. En mai 1621, les notables rochelais franchissent la ligne rouge. Ils proclament unilatéralement la nouvelle République de La Rochelle sur le modèle des Provinces-Unies hollandaises. Cette déclaration d'indépendance constitue un acte de haute trahison aux yeux de Louis XIII et de son Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Le maire Jean Godefroy dirige cette rébellion avec l'appui des pasteurs protestants et des riches armateurs. La ville noue des alliances secrètes avec l'Angleterre et les Provinces-Unies, recevant armes, munitions et subsides pour financer sa résistance. Cette politique étrangère autonome constitue une provocation intolérable pour la monarchie française. Richelieu observe cette situation avec une colère froide. Pour lui, La Rochelle représente le cancer qui ronge l'unité du royaume. Cette enclave protestante encourage les autres places fortes huguenotes à défier l'autorité royale. Le cardinal comprend qu'il doit écraser définitivement cette rébellion pour imposer l'absolutisme royal sur l'ensemble du territoire français. Dès 1625, Richelieu élabore ses plans pour soumettre La Rochelle. Il fait construire le fort Louis face à la ville rebelle, une provocation délibérée qui irrite profondément les Rochelais. Cette citadelle royale surveille en permanence les mouvements dans le port et constitue une épine dans le flanc de la cité protestante. Le cardinal accumule secrètement les moyens militaires nécessaires à un siège prolongé. Il rassemble l'artillerie la plus moderne d'Europe, fait venir des ingénieurs italiens spécialisés dans la polyorcétique et recrute des mercenaires expérimentés dans toute l'Europe. Cette préparation minutieuse témoigne de sa détermination à réussir là où les précédentes expéditions royales avaient échoué. La diplomatie française s'active pour isoler La Rochelle sur la scène internationale. Richelieu négocie avec l'Espagne pour neutraliser son soutien potentiel aux protestants français. Il multiplie les pressions sur les princes allemands pour qu'ils cessent d'aider financièrement les Huguenots. Cette stratégie d'isolement vise à priver La Rochelle de tout secours extérieur. Les Rochelais ne restent pas inactifs face à ces préparatifs menaçants. Ils renforcent leurs fortifications, creusent de nouveaux fossés et accumulent des vivres pour soutenir un siège prolongé. L'armateur Jean Guiton organise la défense maritime avec une flotte de 15 navires de guerre. Cette force navale peut encore défier les vaisseaux royaux et maintenir les communications avec l'Angleterre. L'intervention anglaise précipite les événements. Le 12 juillet 1627, George Villiers, duc de Buckingham, débarque sur l'île de Ré avec une armée de 6 000 hommes et une flotte de 80 navires. Cette expédition marque le début de la guerre anglo-française et transforme le conflit rochelais en crise internationale. Buckingham poursuit un double objectif: soutenir les protestants français et affaiblir la marine française naissante qui menace la suprématie navale anglaise. L'île de Ré contrôle l'accès à La Rochelle et sa conquête permettrait aux Anglais de ravitailler librement la ville rebelle. Cette position stratégique justifie l'envoi d'une expédition aussi importante. Le maréchal de Toiras, gouverneur de l'île de Ré, dispose de forces dérisoires face à l'armada anglaise. Il ne peut empêcher le débarquement et se replie dans la citadelle inachevée de Saint-Martin-de-Ré avec ses 1200 hommes. Cette forteresse devient le verrou qui bloque l'expansion anglaise sur l'île. 800 volontaires rochelais rejoignent Buckingham pour assiéger la citadelle française. Cette collaboration directe entre l'Angleterre et La Rochelle
constitue un acte de guerre contre le royaume français. Louis XIII et Richelieu disposent désormais du prétexte légal pour écraser définitivement la rébellion huguenote. Richelieu réagit avec une efficacité redoutable. Dès l'annonce du débarquement anglais, il mobilise toutes les ressources du royaume. Le 4 août 1627, le duc d'Angoulême arrive devant La Rochelle avec 11 000 soldats, 600 cavaliers et 24 canons. Cette force impressionnante encercle immédiatement la ville rebelle. L'armée royale établit une première ligne de circonvallation de 12 km autour de La Rochelle. Cette muraille de terre, ponctuée de 11 forts et 18 redoutes, coupe toutes les communications terrestres. Les ingénieurs français creusent des tranchées profondes, élèvent des palissades et installent des batteries d'artillerie pour pilonner les remparts rochelais. Simultanément, Richelieu expédie des renforts vers l'île de Ré pour soutenir Toiras. Henri de Schomberg débarque avec 6 000 hommes frais et de l'artillerie lourde. Cette intervention change l'équilibre des forces sur l'île et permet aux Français de reprendre l'offensive contre les assiégeants anglais. Le 10 septembre 1627, La Rochelle tire son premier coup de canon contre le fort Louis. Cette salve officialise l'état de guerre entre la ville protestante et l'armée royale. Richelieu dispose enfin du casus belli nécessaire pour justifier un siège en règle de la cité rebelle. Louis XIII arrive au camp royal le 12 octobre 1627, accompagné de toute sa cour. Cette présence royale donne une dimension symbolique majeure au siège. Le roi de France en personne vient châtier la ville rebelle et restaurer son autorité sur l'ensemble du royaume. Richelieu prend officiellement le commandement des opérations militaires. Cette responsabilité inhabituelle pour un cardinal témoigne de l'importance que le roi accorde à cette campagne. Le ministre devient généralissime et dispose de pouvoirs absolus pour mener le siège selon sa stratégie. L'armée royale s'étoffe progressivement jusqu'à atteindre 30 000 hommes. Cette force colossale pour l'époque transforme les environs de La Rochelle en un immense camp retranché. Les soldats construisent des baraquements, creusent des puits et établissent des dépôts de vivres pour un siège de longue durée. La noblesse française afflue au camp royal pour assister à ce spectacle grandiose. Ducs, marquis et comtes viennent observer les opérations militaires et participer au conseil de guerre. Cette présence aristocratique donne au siège l'allure d'une fête guerrière où se mêlent ambition politique et mondanité. Pendant 3 mois, Buckingham assiège vainement la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. Toiras résiste héroïquement avec sa petite garnison, repoussant tous les assauts anglais. Cette résistance inattendue démoralise progressivement les troupes de Buckingham, qui s'enlisent dans un siège meurtrier. Les renforts français débarquent régulièrement sur l'île, malgré la surveillance anglaise. Schomberg organise des convois nocturnes qui glissent entre les navires ennemis pour ravitailler la citadelle assiégée. Cette guerre d'usure tourne progressivement à l'avantage des Français qui bénéficient de la proximité du continent. Le 6 novembre 1627, Schomberg lance une attaque surprise contre les lignes anglaises. Cette offensive, bien menée, culbute les assiégeants et libère définitivement la citadelle. Buckingham perd 2000 hommes dans cette déroute et doit abandonner ses positions autour de Saint-Martin-de-Ré. Le 17 novembre, la flotte anglaise subit une défaite navale décisive face aux vaisseaux français commandés par l'amiral Torre. Cette bataille maritime achève de ruiner l'expédition de Buckingham, qui a déjà perdu plus de 4000 soldats depuis son débarquement. Le duc anglais ordonne le rembarquement de ses troupes survivantes et rentre en Angleterre sans gloire. La fuite anglaise libère Richelieu de la menace maritime immédiate, mais La Rochelle peut encore recevoir du ravitaillement par mer. Le cardinal conçoit alors un projet révolutionnaire, fermer complètement le port rochelais par une digue artificielle. Cette idée audacieuse va transformer l'art de la guerre navale. Le 30 novembre 1627, Richelieu confie cette mission à Clément Métézeau, architecte royal qui a déjà participé à la construction de la galerie du Louvre. L'ingénieur italien Pompeo Targone avait tenté une première approche avec une digue flottante, mais celle-ci s'était brisée lors des premières tempêtes hivernales.
Métézeau conçoit un ouvrage révolutionnaire en une seule nuit de travail intense. Sa digue mesure 1500 mètres de long pour fermer le chenal d'accès au port. Large de 16 mètres à la base et de 8 mètres au sommet, elle s'élève à 20 mètres au-dessus des plus hautes marées. Cette construction pharaonique nécessite des moyens considérables. Pour édifier les fondations, Métézeau fait couler 59 navires hors d'usage, qu'on remplit de pierres et de sable. Cette technique originale crée une base solide, capable de résister aux tempêtes et aux marées. Sur cette fondation, les maçons édifient une muraille de pierre et de terre battue, renforcée par une charpente de poutres de chêne. 4000 ouvriers participent à cette construction extraordinaire. Richelieu attire la main-d'œuvre en offrant des salaires exceptionnels qui font affluer les travailleurs de toute la France. Les maçons de la Creuse arrivent en masse, inaugurant une tradition qui perdurera pendant des siècles. Jean Thiriot, entrepreneur parisien spécialisé dans la maçonnerie, supervise les travaux sous la direction de Métézeau. Les ouvriers travaillent jour et nuit par équipe, éclairés par des torches et des braseros. Cette activité incessante impressionne les assiégés, qui voient s'élever inexorablement la muraille qui va les condamner. L'artillerie française protège le chantier contre d'éventuelles sorties rochelaises. Des batteries de canons pointées vers La Rochelle découragent toute tentative de destruction de l'ouvrage. Parallèlement, d'autres pièces d'artillerie sont hissées sur la digue elle-même pour battre le large et empêcher toute approche maritime. Des pieux inclinés à 45 degrés, terminés par des pointes d'acier, hérissent les flancs de la digue pour empêcher l'abordage. Une chaîne de 36 navires de guerre, liés les uns aux autres, complète le dispositif de part et d'autre de l'ouvrage. Cette défense maritime transforme le port rochelais en lac fermé. En février 1628, la digue devient opérationnelle. Plus aucun navire ne peut entrer ou sortir du port de La Rochelle. Cette réussite technique stupéfie l'Europe entière qui découvre une nouvelle forme de guerre navale. Richelieu vient d'inventer le blocus maritime absolu. Les derniers navires rochelais tentent vainement de forcer le passage. L'artillerie française les repousse systématiquement, coulant plusieurs bâtiments qui tentent l'aventure. Cette démonstration de force décourage définitivement toute tentative d'évasion maritime des assiégés. La flotte française, commandée par l'amiral Thor, patrouille au large pour intercepter tout navire suspect. Cette surveillance maritime complète le dispositif de la digue et garantit l'étanchéité totale du blocus. La Rochelle se retrouve prisonnière de ses propres remparts. L'économie rochelaise s'effondre brutalement. Le commerce, source de la richesse urbaine, disparaît du jour au lendemain. Les entrepôts regorgent de marchandises invendables, tandis que les navires pourrissent dans le port fermé. Cette ruine économique précède la catastrophe démographique qui va suivre. Le 30 avril 1628, en plein siège, les habitants élisent Jean Guiton maire de La Rochelle. Cet armateur de 43 ans, issu d'une famille de notables protestants, incarne la résistance rochelaise face à l'adversité. Son élection avec 75 voix sur 82 votants témoigne de l'unanimité de la population autour de sa personne. Guiton accepte sa charge avec une détermination farouche qui galvanise les assiégés. Devant l'assemblée municipale réunie dans l'hôtel de ville, il brandit son poignard et prononce les mots qui vont entrer dans l'histoire. « Je percerai le cœur du premier qui parlera de se rendre, pourvu qu'il reste un homme pour fermer les portes, c'est assez !» Il enfonce ensuite sa lame dans la table du conseil. Ce serment spectaculaire transforme Guiton en symbole vivant de la résistance rochelaise. Sa personnalité charismatique et son courage physique impressionnent autant ses concitoyens que ses ennemis. Richelieu lui-même reconnaîtra plus tard la grandeur d'âme de son adversaire. Le nouveau maire organise immédiatement la défense de la ville avec une méthode remarquable. Il fait l'inventaire complet de toutes les réserves alimentaires et impose un rationnement strict à tous les habitants. Cette discipline égalitaire permet aux Rochelais de tenir plusieurs mois supplémentaires malgré l'isolement total. Richelieu mène parallèlement une guerre psychologique pour briser le moral des assiégés
Il fait circuler de fausses nouvelles sur des défaites protestantes imaginaires en Europe. Ces rumeurs, distillées par des espions infiltrés, visent à convaincre les Rochelais que leur cause est perdue. Le cardinal utilise aussi la propagande religieuse pour diviser la population rochelaise. Il fait distribuer des libelles accusant les pasteurs protestants d'enrichissement personnel sur le dos des fidèles. Cette campagne de désinformation cherche à semer la discorde au sein de la communauté huguenote assiégée. Les cloches des églises catholiques du camp royal sonnent régulièrement pour rappeler aux assiégés l'existence du monde extérieur. Cette guerre des nerfs s'accompagne de bombardements sporadiques qui maintiennent la pression sur les défenseurs sans gaspiller les munitions royales. Guiton riposte en organisant des processions protestantes sur les remparts pour démontrer la cohésion religieuse de sa ville. Ces manifestations de foi collective renforcent la détermination des assiégés et contrecarrent partiellement la propagande française. À partir de l'automne 1628, les réserves alimentaires s'amenuisent dangereusement dans La Rochelle. Le rationnement devient de plus en plus sévère malgré la gestion rigoureuse de Guiton. Les prix s'envolent. Un chat se vend 45 livres, une fortune pour l'époque. Les habitants mangent d'abord les chevaux de trait, puis les ânes et les mulets. Ces animaux de bas, essentiels à l'économie urbaine, disparaissent rapidement sous la pression de la faim. Les bourgeois sacrifient leurs montures de luxe pour nourrir leurs familles affamées. Quand la viande disparaît totalement, les Rochelais se tournent vers les chiens et les chats. Ces animaux domestiques, chassés et traqués dans toute la ville, alimentent un marché noir florissant. Les rats eux-mêmes deviennent une denrée précieuse disputée par les habitants désespérés. Les plus démunis fouillent les détritus et grattent la mousse des murs pour trouver quelque chose à manger. Cette dégradation progressive des conditions de vie mine lentement le moral de la population, malgré les exhortations courageuses de Jean Guiton. L'Angleterre tente à 3 reprises de secourir La Rochelle assiégée. En avril 1628, William Fielding, comte de Denbigh, arrive avec 60 navires et 6 galères. Cette seconde expédition anglaise suscite un immense espoir chez les assiégés qui voient enfin poindre leur salut. Mais Fielding se révèle un commandant pusillanime. Après avoir observé la digue française et évalué la difficulté de l'opération, il renonce à l'attaque et repart sans avoir combattu. Cette lâcheté provoque la fureur du roi Charles Ier et la déception des Rochelais qui comptaient sur ce secours. En août 1628, une 3e flotte anglaise apparaît sous le commandement de Robert Bertie, comte de Lindsay. Cette expédition compte 29 navires de guerre et 31 navires marchands chargés de vivres pour la ville assiégée. L'amiral Bertie dispose d'instructions formelles pour forcer le blocus français. La flotte anglaise arrive en vue de La Rochelle en septembre 1628. Bertie bombarde les positions françaises et tente plusieurs fois de forcer la digue. Mais l'ouvrage de Métézeau résiste à tous les assauts. Les canons français ripostent efficacement et infligent de lourds dégâts aux navires anglais contraints à la retraite. Le 23 août 1628, un événement dramatique change la donne internationale. George Villiers, duc de Buckingham, est assassiné à Portsmouth par John Felton, un officier protestant fanatique. Ce meurtre prive La Rochelle de son principal champion à la cour d'Angleterre. Buckingham était le favori du roi Charles Ier et le principal artisan de la politique anti-française. Sa disparition bouleverse la politique anglaise et affaiblit considérablement le parti favorable à l'intervention en France. Les adversaires de la guerre reprennent l'ascendant à Londres. La nouvelle de cet assassinat parvient rapidement à La Rochelle et achève de démoraliser les assiégés. Ils comprennent que l'Angleterre va probablement abandonner leur cause pour se concentrer sur ses problèmes intérieurs. L'isolement de la ville devient total face à l'armée royale française. Richelieu exploite habilement cette aubaine diplomatique. Il fait circuler la nouvelle dans la ville par des proclamations et des libelles. Cette guerre psychologique sape définitivement le moral des Rochelais qui réalisent qu'aucun secours extérieur ne viendra plus. Face à la pénurie alimentaire croissante, Guiton prend une décision tragique inspirée de l'exemple d'Alésia
expulser de la ville les bouches inutiles. Cette mesure draconienne vise à préserver les maigres réserves pour les combattants encore valides. Femmes enceintes, enfants, vieillards et infirmes sont impitoyablement chassés de leur foyer. Ces malheureux se retrouvent bloqués dans l'espace neutre entre les remparts rochelais et les lignes françaises. Richelieu refuse de les laisser passer, appliquant la même logique militaire que ses adversaires. Ces innocents meurent lentement de faim et de froid dans les fossés autour de la ville. Leurs gémissements et leurs supplications résonnent jour et nuit, torturant psychologiquement les défenseurs qui assistent impuissants à cette tragédie. Les corps s'accumulent bientôt dans cet espace maudit. Cette vision d'Apocalypse ébranle la détermination de nombreux Rochelais qui voient leurs proches périr sous leurs yeux. Certains tentent des sorties nocturnes pour porter secours aux expulsés, mais les sentinelles françaises tirent à vue sur tout mouvement suspect. L'hiver 1627-1628 plonge La Rochelle dans un cauchemar indescriptible. Les habitants survivants errent dans les rues comme des spectres vivants. Leurs corps décharnés témoignent de la malnutrition extrême qui ravage la population. La mort rôde dans chaque maison, dans chaque rue. Les derniers végétaux comestibles disparaissent. Racines déterrées dans les jardins, écorces d'arbres râpés, herbes folles cueillies sur les remparts. Les Rochelais font bouillir les cuirs pour en extraire une gélatine immonde. Ils broient les os en poudre et mâchent de la paille hachée mélangée à de la terre. Les cas de cannibalisme commencent à être signalés parmi la population affamée. Des témoins rapportent avoir vu des habitants se disputer des lambeaux de chair humaine. Cette ultime transgression morale témoigne de la déshumanisation progressive des assiégés poussés aux limites de la survie. Les cadavres jonchent les rues et s'accumulent dans les maisons. Paradoxalement, ces corps ne se décomposent pas car ils sont complètement déshydratés et décharnés. Cette conservation macabre transforme La Rochelle en un immense charnier à ciel ouvert. Malgré cet apocalypse, Jean Guiton maintient sa détermination farouche. Il perd ses 2 fils pendant le siège, une tragédie personnelle qui le brise intérieurement, mais ne fléchit pas sa volonté de résistance. Cette grandeur d'âme force l'admiration même de ses ennemis. Le maire continue à parcourir la ville pour soutenir les derniers défenseurs. Sa présence constante sur les remparts galvanise les survivants qui puisent dans son courage la force de continuer. Cette abnégation héroïque transforme Guiton en figure légendaire de la résistance. Mais la réalité militaire s'impose progressivement. Il ne reste plus que 136 soldats valides dans toute la ville. Ces derniers défenseurs n'ont plus la force de monter la garde correctement. Les remparts ne sont plus gardés que symboliquement par des fantômes en armes. Plusieurs tentatives de négociations secrètes sont initiées par des bourgeois rochelais qui veulent sauver ce qui peut encore l'être. Mais Guiton refuse catégoriquement toute reddition et menace de mort quiconque parlerait de capitulation. Sa détermination retarde encore l'inévitable dénouement. En octobre 1628, La Rochelle agonise dans l'indifférence générale. Sur les 28 000 habitants du début du siège, moins de 5 500 personnes survivent encore. Cette hécatombe de plus de 80% constitue un génocide par famine sans précédent dans l'histoire française. Richelieu pourrait donner l'assaut final et emporter la ville en quelques heures, mais il préfère attendre la reddition pour éviter les pertes françaises et savourer pleinement sa victoire. Cette patience calculée démontre sa maîtrise stratégique et son sens politique aigu. Les derniers défenseurs rochelais tentent quelques sorties désespérées pour mourir les armes à la main plutôt que de faim. Ces attaques suicidaires se brisent pathétiquement contre les lignes françaises. Solidement établies, les survivants n'ont plus la force physique nécessaire au combat. Le 25 octobre, une assemblée dramatique se tient dans l'hôtel de ville. Les derniers conseillers municipaux survivants se traînent jusqu'à la salle des délibérations. Tous reconnaissent que la résistance ne peut plus continuer. La capitulation devient la seule issue pour sauver les derniers habitants. Le 27 octobre 1628,
Jean Guiton cède enfin à l'évidence. Accompagné de quelques conseillers municipaux squelettiques, il se rend au camp de Richelieu pour négocier la reddition. Cette démarche lui coûte énormément, car elle trahit son serment solennel de mai 1628. Richelieu reçoit la délégation rochelaise avec une courtoisie calculée. Il admire secrètement le courage exceptionnel de Guiton, mais impose ses conditions sans aucune négociation possible. La ville doit se rendre sans condition et accepter la souveraineté royale absolue. Le cardinal dicte personnellement les termes de la capitulation. La Rochelle perd tous ses privilèges politiques et militaires. Les fortifications seront rasées aux frais de la ville. Seule la liberté de culte protestant est maintenue, concession symbolique pour adoucir l'amertume de la défaite. Le 28 octobre 1628, l'acte de capitulation est officiellement signé dans la tente de Richelieu. Jean Guiton appose sa signature d'une main tremblante sur le document qui marque la fin de l'indépendance rochelaise. Cette signature constitue l'acte de décès de la République protestante. Le 30 octobre, les troupes royales pénètrent dans La Rochelle. Les soldats français découvrent un spectacle d'horreur. Une ville fantôme jonchée de cadavres et hantée par des survivants squelettiques. L'odeur de mort imprègne chaque rue, chaque maison de cette cité martyrisée. Louis XIII doit attendre 2 jours que ses soldats déblaient les corps et nettoient les rues principales avant de faire son entrée solennelle. Cette précaution sanitaire évite au roi le spectacle trop cru de sa victoire, mais témoigne de l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Le 1er novembre 1628, jour de la Toussaint, le roi fait enfin son entrée triomphale dans La Rochelle. Les cloches sonnent, les bannières flottent, mais l'atmosphère reste lugubre dans cette ville vidée de ses habitants. Cette victoire a un goût amer de cimetière. Richelieu célèbre une messe solennelle dans l'église Sainte-Marguerite pour marquer le retour de La Rochelle dans le giron catholique. Cette cérémonie religieuse consacre symboliquement la fin de l'hérésie protestante et le triomphe de l'orthodoxie catholique dans cette ancienne citadelle huguenote. Le 3 novembre, Louis XIII ordonne la démolition partielle des remparts de La Rochelle. Cette destruction symbolique vise à empêcher toute nouvelle rébellion en privant la ville de ses moyens de défense. Les soldats commencent à raser les fortifications depuis la porte Maubec jusqu'à la porte Saint-Nicolas. Seules les 3 tours du port sont épargnées, la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne. Ces monuments gardent une valeur défensive pour la marine royale et témoignent de l'ancienne grandeur de la cité protestante. Leur conservation constitue un geste de clémence calculé. La démolition s'effectue aux frais de la ville ruinée, ajoutant l'humiliation financière à la défaite militaire. Cette mesure punitive vise à grever durablement les finances rochelaises pour empêcher toute tentative de reconstruction des défenses urbaines. Les pierres des remparts servent à construire de nouveaux ouvrages royaux dans la région. Cette réutilisation symbolique transforme les anciens instruments de la rébellion en outils de l'autorité royale restaurée. Le bilan humain du siège dépasse toutes les tragédies militaires de l'époque. Sur les 28 000 habitants de 1627, seuls 5 400 survivent en octobre 1628. Ce taux de mortalité de 80% constitue un record historique qui ne sera égalé que pendant les génocides du XXe siècle. Cette hécatombe frappe toutes les catégories sociales sans distinction. Riches armateurs et pauvres artisans subissent le même sort face à la famine. Cette égalité devant la mort révèle la brutalité absolue de la guerre de siège menée par Richelieu. Les enfants payent le tribut le plus lourd à cette tragédie. Leur organisme fragile résiste moins bien à la malnutrition que celui des adultes. Beaucoup de familles perdent toute leur descendance, brisant les lignées rochelaises séculaires. L'économie urbaine s'effondre totalement. Les fortunes marchandes accumulées pendant des siècles disparaissent en 13 mois de siège. Les navires pourrissent dans le port fermé, tandis que les entrepôts regorgent de marchandises invendables. Cette ruine économique accompagne la catastrophe démographique,
La prise de La Rochelle transforme radicalement l'équilibre politique français. Richelieu brise définitivement la puissance protestante organisée et impose l'autorité royale absolue sur l'ensemble du territoire. Cette victoire consacre l'avènement de la monarchie centralisée qui caractérisera l'Ancien Régime. L'édit de grâce d'Alès, signé en juin 1629, confirme la liberté de culte protestant, mais supprime impitoyablement tous les privilèges politiques et militaires des Huguenots. Les places de sûreté sont rasées ou remises directement au roi. Cette politique met fin au système des États dans l'État hérité des guerres de religion. La noblesse protestante doit choisir entre la soumission totale et l'exil définitif. Beaucoup se convertissent au catholicisme pour conserver leurs biens et leurs charges. Ces conversions forcées affaiblissent durablement le protestantisme français qui perd ses élites traditionnelles. Henri de Rohan, chef militaire des Huguenots, capitule en Languedoc après avoir appris la chute de La Rochelle. Sa reddition marque la fin de la résistance protestante organisée. Les derniers bastions huguenots se soumettent sans combat, privés de leur principal soutien. La victoire française impressionne toute l'Europe qui découvre une nouvelle méthode de guerre navale. La digue de Richelieu révolutionne l'art du siège et inspire les ingénieurs militaires de toutes les nations. Cette innovation technique fait de la France une référence en matière de polyorcétique. L'Angleterre tire les leçons de ses échecs répétés et renonce temporairement à intervenir en France. Le parti de la guerre perd son influence à Londres, après l'assassinat de Buckingham. Cette retraite diplomatique anglaise renforce la position française en Europe. L'Espagne observe avec inquiétude la montée en puissance de son rival français. La capacité de Richelieu à mener simultanément une guerre terrestre et maritime démontre les ressources considérables du royaume français. Cette démonstration de force modifie l'équilibre européen. Les princes protestants allemands comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'aide française dans leur lutte contre l'empereur. Cette évolution diplomatique influence le cours de la guerre de 30 ans et isole davantage les Huguenots français. La digue de Richelieu entre dans l'histoire comme un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Cet ouvrage de 1500 mètres, construit en pleine mer battante, défie toutes les tempêtes et résiste à tous les assauts. Sa conception révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives dans l'art de la guerre navale. Clément Métézeau révolutionne les techniques de fondation maritime avec sa méthode des navires coulés. Cette innovation permet de construire en mer des ouvrages durables capables de résister aux éléments. Cette technique sera reprise dans de nombreux ports européens. L'organisation du chantier témoigne de la capacité française à mobiliser des moyens considérables. 4000 ouvriers travaillent simultanément sur cet ouvrage unique, démontrant la supériorité logistique de l'administration royale. Cette réussite technique rehausse le prestige international de la France. Aujourd'hui encore, les vestiges de la digue restent visibles à marée basse près de La Rochelle. La bouée Richelieu marque l'emplacement de cette construction historique. Cette survivance matérielle perpétue la mémoire de l'exploit technique du cardinal-ministre. Jean Guiton survit au siège, mais sa vie bascule définitivement. Brisé par la mort de ses fils et l'échec de sa résistance, il s'exile à Londres, où il reste plusieurs années. Cette fuite témoigne de l'amertume du vaincu qui ne peut supporter de vivre sous l'autorité de ses vainqueurs. Richelieu, reconnaissant le courage exceptionnel de son adversaire, lui offre finalement un commandement dans la marine royale. Cette clémence calculée vise à rallier l'ancien rebelle au service du roi. Guiton accepte cette offre et combat désormais les Espagnols pour la France. Le 22 août 1638, Guiton participe à la bataille navale de Guetaria contre la flotte espagnole. Il commande le brûlot, le Turc, avec 100 hommes d'équipage et se distingue dans cette victoire française. Cette reconversion militaire rachète partiellement sa rébellion passée. Guiton meurt en 1654 dans son domaine de Repose-Pucelle près de La Rochelle. Le registre des décès protestants porte cette simple mention: Jean Guiton, écuyer, sieur de Repose-Pucelle, âgé de 69 ans ou environ, a été enterré. Cette sobriété contraste avec l'épopée tragique de sa vie.
La Rochelle met plusieurs décennies à se relever de cette catastrophe. La population ne retrouve son niveau d'avant 1627 qu'au XVIIIe siècle. Cette lente récupération témoigne de l'ampleur du désastre démographique et économique subi par la cité portuaire. L'économie rochelaise doit se reconvertir après la perte de ses privilèges commerciaux. Le port perd sa prééminence sur l'Atlantique français au profit de Bordeaux et Nantes. Cette redistribution des flux commerciaux affaiblit durablement la région charentaise. De nombreuses familles protestantes émigrent vers l'Amérique ou les Provinces-Unies plutôt que de vivre sous l'autorité catholique restaurée. Cette émigration prive La Rochelle de ses élites marchandes et de ses savoir-faire traditionnels. L'administration royale impose progressivement une tutelle étroite sur la ville pacifiée. Un intendant surveille les finances municipales, tandis qu'une garnison française contrôle les mouvements de population. Cette surveillance policière empêche toute velléité de rébellion. Le siège de La Rochelle consacre définitivement la réputation de Richelieu comme homme d'État exceptionnel. Cette victoire démontre sa capacité à combiner vision stratégique, innovation technique et détermination politique. Le cardinal devient la référence européenne en matière de gouvernement. Richelieu tire de cette expérience les leçons qui guideront sa politique ultérieure. Il comprend l'importance de la maîtrise des mers pour la puissance française et développe une marine capable de rivaliser avec l'Angleterre. Cette ambition navale influencera toute la politique française du XVIIe siècle. La méthode employée contre La Rochelle inspire la stratégie française pendant la guerre de 30 ans. Richelieu privilégie les sièges méthodiques aux batailles rangées, économisant ainsi les forces françaises. Cette prudence tactique contribue au succès militaire ultérieur. Le prestige acquis par cette victoire renforce l'autorité de Richelieu face à ses ennemis intérieurs. Les nobles frondeurs comprennent qu'ils affrontent un adversaire impitoyable, capable de mener ses projets jusqu'au bout. Cette crainte dissuade les conspirations pendant plusieurs années. Le siège de La Rochelle entre rapidement dans la légende française. Les chroniqueurs de l'époque magnifient l'exploit de Richelieu tout en compatissant au sort tragique des assiégés. Cette ambivalence mémorielle traverse les siècles et nourrit encore les débats historiques. Jean Guiton devient une figure mythique du courage face à l'adversité. Sa détermination héroïque inspire les résistants de toutes les époques. Son serment de mai 1628 est gravé dans la mémoire collective française comme un exemple de patriotisme local. Alexandre Dumas s'empare de cet épisode historique dans Les Trois Mousquetaires et lui donne une dimension romanesque qui fascine les lecteurs. Cette immortalisation littéraire popularise l'histoire du siège auprès du grand public européen. La digue de Richelieu devient un symbole de l'ingéniosité française. Cette prouesse technique est étudiée dans toutes les écoles militaires européennes comme un modèle d'innovation tactique. L'ouvrage de Métézeau inspire de nombreuses réalisations ultérieures. Le siège de La Rochelle révèle l'efficacité redoutable de la stratégie d'affamement systématique. Richelieu démontre qu'une ville, même puissamment fortifiée, ne peut résister indéfiniment si elle est totalement isolée. Cette leçon influence profondément l'art militaire européen. L'innovation de la digue maritime ouvre de nouveaux horizons dans la guerre navale. Les stratèges comprennent qu'il est possible de fermer artificiellement des ports naturels avec des moyens techniques appropriés. Cette découverte révolutionne la pensée militaire maritime. La patience stratégique de Richelieu contraste avec l'impétuosité habituelle des commandants de l'époque. Sa capacité à maintenir un siège pendant 13 mois témoigne d'une maîtrise logistique exceptionnelle. Cette endurance devient un modèle pour les généraux futurs. La combinaison de la force militaire et de la guerre psychologique s'avère décisive dans la victoire française. Richelieu comprend que briser le moral de l'ennemi vaut tous les assauts frontaux. Cette approche globale de la guerre influence la stratégie française pendant des siècles. La chute de La Rochelle marque un tournant majeur dans l'histoire du protestantisme français. La principale citadelle huguenote disparaît, privant les réformés français de leur centre de résistance le plus puissant. Cette décapitation
affaiblit durablement l'organisation protestante. Les pasteurs rochelais qui survivent au siège s'exilent massivement vers les pays protestants d'Europe. Cette émigration prive le calvinisme français de ses théologiens les plus brillants et de ses prédicateurs les plus influents. La qualité intellectuelle du protestantisme français s'en ressent. L'Église catholique organise immédiatement des missions de reconquête dans les anciennes terres protestantes. Les jésuites et les oratoriens multiplient les prédications pour convertir les populations huguenotes démoralisées. Cette offensive religieuse accélère les conversions forcées. La disparition de La Rochelle comme centre d'édition protestant prive les Huguenots de leurs principales ressources intellectuelles. Les imprimeries calvinistes ferment ou se convertissent, tarissant la production de livres réformés. Cette censure indirecte affaiblit la culture protestante française. La Rochelle transformée perd définitivement son caractère de citadelle protestante. L'architecture religieuse de la ville se catholicise progressivement avec la construction de nouvelles églises et la transformation des temples en sanctuaires catholiques. Cette mutation visuelle efface les traces de l'hérésie. L'urbanisme rochelais se modifie sous l'influence de l'administration royale. De nouveaux quartiers s'édifient selon les normes françaises classiques, remplaçant l'architecture protestante traditionnelle. Cette uniformisation architecturale accompagne l'intégration politique. Le port de La Rochelle se spécialise progressivement dans le commerce colonial sous contrôle royal. Les expéditions vers les Antilles et le Canada remplacent le trafic traditionnel vers les pays protestants d'Europe. Cette reconversion économique accompagne la pacification politique. La société rochelaise se hiérarchise selon les normes françaises traditionnelles. La noblesse catholique s'installe dans les anciens hôtels particuliers protestants, tandis que la bourgeoisie huguenote perd son influence politique et sociale. Cette transformation sociologique parachève la conquête française. Le siège de La Rochelle inspire directement les fortifications de Vauban, qui perfectionnent les leçons de Richelieu. L'ingénieur royal développe une science des sièges qui doit beaucoup à l'expérience rochelaise. Cette filiation technique assure la continuité de l'excellence militaire française. Les méthodes employées contre La Rochelle sont codifiées dans les traités militaires du XVIIe siècle. L'art de la circonvallation, les techniques de blocus et l'usage de l'artillerie de siège deviennent des références enseignées dans toutes les académies militaires européennes. La marine française tire les leçons navales du siège pour développer sa stratégie maritime. L'importance du contrôle des côtes et des ports devient un axiome de la pensée navale française. Cette doctrine influence les campagnes maritimes de Louis XIV. L'organisation logistique mise au point par Richelieu sert de modèle pour les campagnes ultérieures. Sa capacité à maintenir 30 000 hommes en campagne pendant 13 mois témoigne d'une maîtrise administrative exceptionnelle. Cette expertise logistique contribue au succès militaire français du grand siècle. Le siège de La Rochelle s'inscrit dans le contexte plus large de la guerre de 30 ans qui déchire l'Europe. Cette victoire française contre les protestants influence l'équilibre confessionnel européen et renforce le camp catholique face à la Réforme. L'intervention anglaise ratée démontre les limites de la puissance maritime britannique face à une stratégie terrestre bien conçue. Cette leçon influence la politique anglaise qui renonce temporairement à ses ambitions continentales pour se concentrer sur ses intérêts coloniaux. Les princes protestants allemands comprennent qu'ils ne peuvent plus compter sur l'aide française dans leur lutte contre l'empereur Habsbourg. Cette évolution diplomatique isole davantage les réformés et facilite la reconquête catholique en Allemagne. L'Espagne observe avec inquiétude cette démonstration de force française qui annonce de futurs affrontements. La capacité de Richelieu à mener simultanément guerre terrestre et maritime révèle la montée en puissance du royaume français. Le siège de La Rochelle marque symboliquement la naissance de la France moderne. En 13 mois de blocus implacable, Richelieu forge l'unité nationale autour de la monarchie absolue et de la religion catholique. Cette double victoire politique et religieuse fonde l'identité française pour les siècles suivants. Le prix humain de cette transformation reste effroyable.
Plus de 22 000 morts témoignent de la brutalité nécessaire à la construction de l'État moderne. Cette hécatombe révèle la violence fondatrice qui accompagne toutes les grandes mutations politiques. Richelieu atteint tous ses objectifs stratégiques. Élimination de la menace protestante, renforcement de l'autorité royale, démonstration de la puissance française en Europe. Cette réussite politique fonde sa réputation de grand homme d'État et prépare l'apogée du règne de Louis XIV. La digue de La Rochelle symbolise l'ingéniosité française et la capacité d'innovation de l'époque. Cette prouesse technique démontre que la France possède les moyens intellectuels et matériels de ses ambitions politiques. L'ouvrage de Métézeau annonce les grandes réalisations du classicisme français. Jean Guiton transcende les divisions de son époque par sa grandeur d'âme exceptionnelle. Son courage face à l'adversité force l'admiration universelle et rachète partiellement l'horreur du siège. Cette figure héroïque enrichit le patrimoine moral de la France. La chute de La Rochelle clôt définitivement l'époque des guerres de religion et ouvre celle de la grandeur française. Le royaume unifié peut désormais prétendre à l'hégémonie européenne. Cette ambition se réalisera sous Louis XIV grâce aux fondations posées par Richelieu devant les remparts de la cité protestante.